Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'INSA, qu'est-ce que c'est? Sur cette première slide, vous avez les valeurs fondamentales, le socle. Donc, diversité, excellence, innovation, ouverture et renommée, les valeurs qui sont les nôtres et que nous voulons continuer à promouvoir. Merci. Alors, 57, c'est tout neuf, la création de l'INSA de Lyon par le recteur Jean Capel à partir d'un modèle défini par Gaston Berger. Et donc, on retrouve ces valeurs, humanisme et diversité, le véritable socle de notre identité. Donc voici les chiffres aujourd'hui. 6237 étudiants inscrits à l'INSA. Donc dans ce 6237, vous avez les ingénieurs, les apprentis ingénieurs, les masters, la formation continue et vous avez également les doctorants. 27% des élèves ingénieurs sont boursiers. Donc là, c'est uniquement les boursiers qui sont éligibles, donc qui reçoivent des financements français. Si on globalise avec les bourses que nous donnons notamment via l'Institut Gaston Berger, nous montons à 34%. 37% de nos élèves ingénieurs sont des filles et cette année, en première année, nous en avons 44%. Donc les choses ont bien changé et c'est vraiment un grand progrès. 30% sont des étudiants étrangers. Alors voici l'INSA de Lyon, donc le groupe aujourd'hui. Donc nous avons 7 instituts et le petit dernier, si vous le voyez ici, c'est les Hauts-de-France, qui a été créé à la rentrée 2019 et qui nous a rejoints. Et qui, juste avant, faisait partie des écoles partenaires. Et nous avons un INSA Euro-Méditerranée, donc à Fès, notre première INSA internationale. Alors, le groupe INSA, notre force, c'est le premier groupe français d'écoles ingénieurs. 16 850 élèves ingénieurs en formation, 2 850 ingénieurs diplômés chaque année, 300 docteurs diplômés chaque année, 89 000 ingénieurs INSA dans le monde, donc vous, les alumni. Une fondation créée en novembre 2018, une fondation à l'échelle du groupe. Alexis vous parlera de la fondation à l'échelle de l'INSA de Lyon. Alors en 57, si on fait un petit retour, 1500 candidats pour 300 places en première année dans le premier INSA créé à Lyon. En 2019, 17 700 candidats pour 2200 places en première année dans les 14 écoles du groupe. Et en 2019, le chiffre extrêmement important, vous avez 33 000 candidatures en première année, en deuxième et en troisième année. Donc ça, c'est un chiffre énorme. Et c'est notamment, vous voyez la différence avec entre 17 000 et 33 000, on a 15 000 candidatures, ne serait-ce qu'en troisième année. Et là, le nombre de places est vraiment très réduit. Ce qui montre vraiment la très très forte attractivité du groupe. Alors notre offre de formation, vous connaissez comment est-ce qu'on fonctionne. Donc les 2 premières années, qui maintenant s'appellent le FIMI et non plus le premier cycle, formation initiale au métier de l'ingénieur. Et ensuite, en 3 ans, les départements de spécialité. Donc biosciences, GCU, génie civil et urbanisme, génie électrique, génie énergétique et environnement, génie industriel, génie méca. Donc c'est la fusion de génie mécanique construction, anciennement conception, et génie mécanique développement. Informatique, sciences et génie des matériaux, et puis télécommunications, qui était le dernier département créé il y a une dizaine d'années. Télécommunications, services et usages. Donc là, parmi vous, je ne sais pas qui vient de GM, c'est mon département, GM. Qui vient de GM? Ouais, les mécaniciens, bien. Ouais. Ah, il y avait construction mécanique, il y avait GMD et GMC. Alors info, informatique. Oui, il y a des informaticiens. Génie électrique. Ouais, génie électrique. Il me manque quoi? GEN. Les chimistes. Ça a disparu, les chimistes. Mais on a encore des valeurs sûres. On a encore des valeurs sûres. Biosciences. Ouais. J'ai oublié qui? Alors GCU, ils sont où les GCU? Les SGM. Ouais. Et il me manque qui? GI? Génie industriel? C'était génie productique avant? Il n'y en a pas? On les a perdus. Alors, ce qui est nouveau, ce qui a été rendu obligatoire, c'est la mobilité internationale très forte. Donc depuis 2 ans, 100% de nos étudiants partent à l'étranger. Donc mobilité obligatoire, 3 mois minimum et 2 mois pour les apprentis. On a plus de 100 nationalités différentes sur le campus, plus de 200 partenaires universitaires dans le monde, justement pour accueillir
accueillir nos élèves, et 33 accords de double diplôme. Alors, si on regarde l'emploi, donc on a eu 1051 ingénieurs diplômés en 2018. La durée, le temps pour trouver un emploi, moins d'un mois, 0,8 mois. 59% ont été recrutés avant l'obtention de leur diplôme. 51% restent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 3,1% sont créateurs de leur propre entreprise. Et 96% recommanderaient l'INSA à un ami pour la qualité de la formation et de la vie étudiante. Alors, quelques chiffres, là on bascule un petit peu sur les effectifs des personnes qui font vivre l'INSA. Donc 1500 personnels, les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les enseignants, mais également les personnels administratifs et techniques. Le budget de l'établissement, 135 millions d'euros en 2018. Et le coût annuel d'un élève ingénieur, c'est 11 600 euros. Ce n'est pas le coût qu'on facture. La recherche, structuration autour de 5 enjeux sociétaux. Donc énergie pour le développement durable, environnement, milieu naturel, industriel et urbain, santé globale et bio-ingénierie, société numérique et information, transport, structure et infrastructure. Et en fait, nous avons 23 laboratoires de recherche, 9 laboratoires communs avec des entreprises. Nous avons également plus de 600 doctorants sur le campus et nous avons diplômé l'année passée environ 150 docteurs. Alors si on revient encore sur d'autres chiffres, l'année passée, plus de 1300 contrats de recherche publique-privée pour un montant de 27 millions d'euros. On a 2 outils très forts, donc INSA Valor, notre filiale de valorisation, et la Fondation, donc on va dire INSA de Lyon. On a également un Institut Carnot sur lequel nous nous appuyons, une SAT qui est une société de maturation pour aller vers l'innovation au sein des entreprises, et plus de 200 brevets, notre portefeuille de brevets actifs. Au niveau du campus, 220 000 m², donc notre campus est vraiment grand. 3100 lits, nous avons, alors là il est indiqué 10, mais on a 11 résidences. On a 800 000 repas qui sont servis dans 4 restaurants. Et nous avons plus de 130 associations sur le campus qui font rayonner notre campus et qui le font vivre le soir et la nuit. Des fois un peu trop, mais ils le font vivre. Alors le plan campus, 360 millions d'euros consacrés, c'est le second budget après celui du plan FLUT, du plan campus Saclay en région parisienne. Nous avons entrepris des constructions nouvelles ou des rénovations sur ce campus, donc plus de 14 bâtiments. Donc ça, c'est pas toujours facile à vivre au quotidien parce qu'on a eu 2 bâtiments qui ont été construits ex nihilo, donc là il n'y avait personne dedans. Mais pour tous les autres, comme vous avez pu le voir en cheminant sur le campus, les travaux se font en site occupé. Et pour les personnels, c'est vraiment très compliqué. Alors que ce soit pour les activités d'enseignement, pour les personnels administratifs, techniques et pour la recherche également. Alors notre campus, c'est également un terrain d'expérimentation, parce que nous avons beaucoup de travaux en lien avec nos élèves et la recherche qui sont directement réalisés sur le campus. On travaille notamment, par exemple, au niveau des infiltrations des eaux pluviales, la fabrication de nouveaux panneaux photovoltaïques qu'on installe directement sur les toits. On travaille aussi au niveau de la qualité de l'air. Enfin, vraiment, on est un éco-campus démonstrateur. Alors, les travaux qui sont prévus, donc la blague favorite d'Éric Morin-Comme, parce qu'il était chauve, c'était raser le peigne. Bon, moi, je ne peux pas la faire tout à fait de la même façon, la blague, parce que moi, mes cheveux, je les ai toujours, et j'espère encore pour longtemps. Donc on va finir de raser le peigne pour finalement continuer l'axe vert et faire enfin ces bâtiments qui étaient provisoires, leur donner le standing à la hauteur de l'excellence de notre école. Et un des derniers chantiers importants, ça va être de détruire la chaufferie que vous avez tous connue, qui là est, on va dire, désaffectée. Et le but, c'est aussi de la raser. Alors la démarche prospective qui a été entreprise l'année passée, donc c'est... on a fêté l'année passée les 60 ans de l'établissement et on s'est dit qu'il était temps, on était mûrs, on avait le bon âge pour réfléchir à notre futur, qu'est-ce que nous voulons faire, dans quelle direction nous voulons aller. Et nous avons entrepris cette démarche, on est le premier établissement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à l'avoir fait. On a lancé cette démarche prospective pour réfléchir avec les personnels, avec des personnalités extérieures du monde socio-économique, et également des anciens pour réfléchir aux prochaines directions et les prochaines bifurcations que l'établissement devra prendre pour se réinventer et continuer à compter sur la place. Voilà, je vous ai dit une partie de ce que l'INSA était maintenant. Est-ce que vous avez des questions ? Je disais,
Vous avez parlé du groupe INSA. Oui. Vous avez dit 14 écoles, alors c'est quoi? En fait, on a des écoles partenaires avec lesquelles on travaille au niveau du recrutement, mais également au niveau de tout ce qui va concerner la formation, les techniques pédagogiques innovantes, toute la réflexion qu'on mène avec eux. Donc en fait, au niveau du recrutement, quand vos enfants ou vos petits-enfants veulent se connecter sur Parcoursup pour indiquer leurs écoles, ils peuvent se positionner sur les INSA, un des INSA, mais ils peuvent aussi se positionner sur les écoles partenaires. C'est fait ensemble. Et donc ça leur amène également une qualité de recrutement qui est meilleure et on renforce les liens avec eux. Et ça nous offre également un panel de formation plus grand. J'ai été surpris quand je suis passé à Blois la société de voir un INSA. À Blois ? À Blois. Oui, c'est l'INSA Centre Val-de-Loire qui est sur 2 campus. C'est celui-là. Il est sur 2 campus et c'est la réunion. Alors je ne me rappelle plus les noms des 2 écoles qui étaient sur les 2 campus. Alexis, je sais. C'est vrai, ça fait longtemps. Voilà. Ça fait longtemps qu'il existe. Ça doit faire maintenant 4 ans, 4-5 ans, oui. Oui. C'était le petit dernier avant que INSA Hauts-de-France arrive. Il est Valenciennes-Lille et ça regroupe plusieurs écoles et c'est au sein de l'Université de Lille. Voilà, il faudra quand même insister souvent sur l'aspect des valeurs de l'INSA, notamment humaines et aussi le recrutement. Oui. On voit un certain nombre d'écoles d'excellence comme Sciences Po, etc., qui ont mis en place des filières de recrutement dans des ZEP, dans des zones un peu sensibles, on va dire. Est-ce qu'il y aurait dans mon sens oui, mais bon, est-ce qu'il y aurait un intérêt, un avantage à avoir ce genre d'attitude proactive pour l'INSA pour justement activer l'ascenseur social qui, comme on sait tous, quand même sérieusement déteste. Alors c'est déjà fait. Ça existe depuis plusieurs années, notamment l'Institut Gaston Berger travaille sur cette question avec le SAGI et le CADESI qui s'occupent de la politique pour finalement voir comment est-ce que nous allons recruter et comment nous allons enseigner. Mais c'est déjà fait, nous avons des lycées partenaires dans la région justement avec lesquels nous sommes en lien étroit et nous allons recruter également dans un périmètre plus large. Et quand ces élèves arrivent, on va dire, on les aide. Alors d'une part, on met en place un tutorat, ils ne seront pas laissés tout seuls. D'autre part, on les accompagne aussi au niveau de la rentrée, on les prend un peu plus tôt pour leur faire une espèce de mise à niveau. Dans certains cas, c'est nécessaire. Et puis, il y a également des bourses qui leur sont versées à la condition qu'ils soient logés sur le campus. Donc il y a vraiment, c'est quelque chose dont on s'est emparé il y a déjà plusieurs années, sur lequel on est extrêmement vigilant. Et donc, en tant que candidat à la succession d'Éric, c'est aussi dans votre programme Je ne vais surtout pas casser ce qui fait l'INSA. Je l'ai dit hier lors d'amphi, mais c'est pas un hasard. Moi, je suis issue, j'ai fait l'INSA parce que j'ai eu une bourse, parce que je suis d'une famille modeste et mes parents ne pouvaient pas me payer mes études ni me donner un seul centime pendant les études. Et si je suis venue à l'INSA et si j'ai pu être ce que je suis, c'est grâce à l'INSA. Donc jamais je casserai ça. Jamais. Pour moi, ce serait une hérésie. Non, mais c'est pour ça, parce que dans notre promo, on était nombreux. Lui, il ne peut pas des gens, des parents. Alors moi, mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais moi, mon père était ouvrier, il était cuisinier, ma maman serveuse, et ensuite à la maison pour nous élever parce qu'on était 3. Donc les fins de mois difficiles, oui. Et avoir la chance de faire des études, oui. Et moi, cette chance, de pouvoir l'offrir à d'autres, c'est essentiel. Et de révéler des talents cachés dans les banlieues, etc. Oui, et ça fait partie de tout le programme d'accompagnement qu'on a mis. Et pour moi, ce serait juste n'importe quoi d'arrêter tout ça, parce que c'est ce qu'on est. Et on retrouve ce qu'on est au niveau de nos formations, avec un enseignement en humanité qui est très fort, avec cette dimension responsable que l'on a mis dans la formation. Et depuis 3 ans que je suis à la direction de la recherche, que j'ai mis au niveau de la recherche, puisque moi, ce que je présente, c'est une recherche, je le présenterai juste après, d'excellence et responsable. Il y a pas mal d'anciens qui présentent le métier d'ingénieur aux élèves des collèges et des lycées. Est-ce que vous pourriez nous dire que change Parcoursup, que changent les spécialités dans la voie générale ou les spécialités dans la voie technologique au recrutement de l'INSA?
Alors, par rapport au nouveau bac qui va se mettre en place, Oui. Oui. Les élèves qui seront en seconde, première, terminale. alors, au niveau de l'INSA, le choix qui a été fait dans les salons l'année passée, c'est de recommander aux élèves et à leurs parents de conserver en première au moins 2 matières scientifiques, donc par exemple maths et puis physique-chimie, et en terminale d'en conserver au moins une, les maths par exemple, et une autre libre. Ensuite, au niveau du recrutement qui va arriver dans très peu de temps, on a encore pour le moment 0 retour, parce que les premiers retours qui vont nous venir du ministère, ça va être en janvier-février, quand les élèves qui sont actuellement en première vont se positionner pour leur choix en terminale. Pour le moment, on a 0 information et on ne sait pas du tout les élèves qui vont s'inscrire, ce qu'ils auront comme formation. Et on ne sait pas du tout non plus ce que le ministère va nous demander, va nous donner comme consigne, parce qu'on est un établissement qui dépend quand même du ministère, donc on n'est quand même pas complètement libre de faire ce qu'on veut. Donc nous, on a donné des recommandations et on va voir ce que le ministère nous donne comme consigne, et également ce qu'on va avoir comme population d'élèves. Alors la grosse difficulté qu'on va avoir, c'est qu'en fonction du vivier d'élèves qui va se présenter, on doit complètement revoir notre offre de formation au FIMI, premier cycle. Et ça, c'est un chantier qu'on va ouvrir là tout de suite parce que c'est urgent. Sauf que pour l'ouvrir, il faut quand même qu'on sache un petit peu dans quel sens il faut qu'on l'ouvre. Et les questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va prendre un semestre où finalement nos élèves, on va tous les porter à niveau, avec un niveau moyen, parce qu'ils vont tous venir avec des expériences différentes. Il y en a qui n'auront pas fait de physique parce qu'ils auront fait de l'info et des maths, par exemple. Il y en a qui auront pas fait d'info, mais bon, ça c'est moins grave parce qu'on pourra leur apprendre après. Donc en fonction de ces éléments-là, on va structurer notre FIMI et on va également réfléchir à comment est-ce qu'on va modifier notre enseignement pour toujours arriver au bout, à avoir des ingénieurs avec des compétences métiers et tout en répondant à leurs demandes qui sont de plus en plus pressantes sur à la fois un enseignement différent avec plus de liberté, plus d'autonomie, plus de tutorat, et toutes ces questions-là, on va se les poser là, tout de suite, dès que la direction sera en place, avec la formation et avec les instances, pour justement redesigner en quelque sorte notre formation. Oui, je suis sorti de la nouvelle promo et nous avions des cours dits magistraux où on se retrouvait toute la promo, 800, au grand auditorium, pour les maths, la physique, la chimie. Demi-promo. Non, on était à 800. Demi-promo. La deuxième promo, nous étions 800. Oui, mais on est par demi-promo. Ah oui, d'accord. Demi-promo. Mais ce que je voulais savoir, je sais que l'auditorium a brûlé. Et est-ce qu'actuellement, première année, l'ensemble des étudiants se retrouvent avec des cours magistraux? Et où? Alors bien sûr, on n'a pas arrêté l'enseignement en cours magistraux, alors on s'est débrouillé pour les répartir sur les différents amphis que nous avons. Il y a par exemple celui-ci, l'amphi Lespinasse, on a l'amphi Séguin et on a l'amphi Gaston Berger. Alors l'amphi Gaston Berger, on a aussi eu un souci en début d'année, puisqu'on a eu un problème avec le toit. Donc là, on a quelques soucis avec nos amphis. Mais l'amphi Capelle, l'objectif c'est de le rénover. Et pour ça, on a obtenu un financement de l'État. L'établissement est en train de se mobiliser justement pour mettre des ressources propres. Et ça, c'est un des chantiers aussi pour la suite, très rapidement. J'ai 2 petites questions. La première, ça concerne le classement des écoles d'ingénieurs, en particulier celui de l'INSA. Comment est-ce qu'il faut interpréter les informations qui sont données, c'est-à-dire entre les différents l'INSA, est-ce que c'est une classification moyenne ou est-ce que c'est une classification d'INSA Lyon essentiellement, etc. Est-ce que les critères obtenus entre les différentes écoles sont appréciés de la même façon et un peu comment? Donc ça, c'est mon premier point. Parce que bon, c'est bien de dire qu'on est vraiment la première peut-être déjà mais la signification réelle de ça. Deuxième question était peut-être politiquement moins correcte. C'est est-ce que entre le nombre d'INSA au prendre, et est-ce qu'on peut dire que le niveau de formation des ingénieurs qui sortent des différentes INSA est le même ou pas tout à fait ou pas vraiment? Alors, mieux. Ouais, il faut être ouvert. Alors, pour répondre à la première
question au niveau des classements. L'INSA de Lyon est, on va dire globalement, le premier INSA des INSA, parce que historiquement il est le premier, c'est aussi le plus grand, c'est aussi celui qui effectue le plus de recherches. On va dire, si on regarde les vœux des élèves, l'INSA de Lyon vient en tête. C'est celui qui bénéficie de la plus forte attractivité. Après, nos collègues dans les autres INSA ont également des formations d'excellente qualité et les élèves peuvent avoir des choix en fonction de la région de laquelle ils sont d'origine. Et puis également par rapport à la formation qu'ils veulent suivre, s'ils se sont déjà projetés au niveau de leur choix de spécialité. Donc on a certains élèves qui, même si l'INSA de Lyon est, on va dire, le meilleur en termes de réputation, vont choisir d'aller à l'INSA de Toulouse parce qu'ils veulent aller vers l'aéronautique, ou l'INSA CVL, pourquoi pas, parce que la qualité de vie est exceptionnelle. Enfin, ça, c'est libre. Après, pour répondre à votre deuxième question, que j'ai déjà mangée, ça y est, sur la qualité de la formation, si on fait un juste retour un rapide retour plutôt sur les chiffres que je vous ai présentés, on a plus de 18 000 candidatures. Et sur l'INSA, on a à peu près 700 places, même si on a des promos de 2000, parce qu'on prend également beaucoup d'étudiants internationaux. Et au niveau du groupe, j'ai plus le chiffre en tête de combien on a de places. On doit avoir 2800 places. Ce qu'il faut bien être conscient, c'est que tous les élèves qu'on recrute, tous, à 95%, c'est des mentions très bien au bac. Donc, la fin, quand vous partez avec un bon début, vous arrivez forcément bien. Ou alors c'est que les enseignants sont pas bons, mais les enseignants sont bons. Non, mais il y a la conjonction des deux, mais on a la chance d'avoir un recrutement excellent, parce que l'INSA est attractive. Donc, avec des bons élèves, on fait des bons ingénieurs. Je veux dire, en plus, les personnels ici sont tous impliqués. Enfin, vous les avez vus quand vous étiez là, c'est plus les mêmes, mais on retrouve cette même envie. Donc, Pour la réputation et la qualité des ingénieurs, vous y êtes pour quelque chose, hein? Bravo à vous tous. Hein? Vous y êtes pour quelque chose. Une question au fond là-bas et après à toi. À toi. C'était en complément de la question que je posais, parce que si on est avec des professeurs dans des forums métiers, ils vont avoir tendance à nous dire, écoutez, en voie générale, vous allez prendre maths, plus maths supplémentaires, plus maths complémentaires, pour avoir 9 heures par semaine. Et c'est pas, à mon avis, dans l'esprit d'INSA. C'est pas de faire une bête à concours pour avoir les meilleures notes en maths, mais c'est la tendance, c'est la réponse qu'on risque d'avoir du corps enseignant. Alors, les 9 heures en maths, en terminale, c'était quand moi j'étais en terminale. Maintenant, je pense que 9 heures de maths en terminale, ça n'existe plus depuis. Si, on peut faire 9 heures. Avec les options en plus? Oui, avec les 2 options en plus, on fait. Oui, mais c'est avec le maths, le maths en plus. Maths. Alors, après, faire que des maths. Non, et puis on a besoin de faire de la physique, ou on a besoin de faire de l'informatique, ou on a besoin de faire autre chose. Et de toute façon, les bêtes à concours, ils vont plutôt en classe prépa. Et ce qui va leur manquer après, c'est le travail en groupe, le travail collectif, et puis le toucher, enfin, le côté pratique, on va dire. Et c'est ce que nous, on donne dès les premières années, c'est cette dimension pratique et surtout cet esprit de groupe. Et c'est ce qui fait la différence de l'ingénieur INSA, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est un des éléments. Est-ce que la formation dans les différents INSA est identique? Non, elle n'est pas identique parce qu'on n'a pas forcément les mêmes spécialités dans tous les INSA. Après, depuis quelques années, vu qu'on travaille au niveau du groupe, il y a une réflexion commune sur à la fois les pratiques de l'enseignement, les techniques, des pratiques innovantes de l'enseignement. Donc on va retrouver des structures communes, des valeurs communes, des façons d'enseigner communes, mais évidemment en fonction des spécialités, le contenu ne sera pas forcément le même. Par contre, l'exigence de qualité, oui. Une question là. Au niveau international, la formation maintenant c'est beaucoup découpé en niveau bachelor, master. Est-ce que c'est quelque chose qui a été, on va
va dire, étudié avec la nouvelle stratégie? Et si ça n'a pas été pris en compte, pourquoi? Alors ça a été pris en compte. Donc on a, alors, au niveau de l'international, par exemple, on a 2 masters internationaux au niveau de l'INSA, ici. Donc on accueille des étudiants, mais on a également les nôtres qui suivent ces masters internationaux, donc qui sont donnés en langue anglaise. On a également un diplôme de bachelor qui a été créé, je crois maintenant, il y a 3 ans, parce qu'on a fait la première promo, donc c'est L1, L2, L3, qui est en lien direct avec tout ce qui est, on va dire, l'aéronautique, l'aviation. Et donc ça, c'est avec l'université de Strathclyde, en Grande-Bretagne. Et on envisage d'étendre cette expérience pour offrir aussi à ces étudiants de pouvoir continuer au sein de l'INSA avec un diplôme qui ne serait pas un diplôme INSA, mais un diplôme par exemple de master à nouveau. Donc oui, on s'en est préoccupé et surtout on a tout un travail avec tout ce qui concerne les universités européennes de recherche, où là on est en train de travailler avec des universités au niveau de l'Europe pour réfléchir sur les pratiques pédagogiques et réfléchir également sur le bien-être étudiant. Et tout ce qu'on va recueillir avec ces universités, enfin ces partenaires européens, ensuite le but c'est de le réinvestir au sein de l'établissement pour justement se tenir toujours à la pointe de ce qui peut se faire et de ce qui peut être surtout bénéfique pour nos élèves. Oui. Bernard? Oui. L'INSA recrute des gens en première année, des bacheliers, en recrute aussi en troisième année. Enfin, je schématise donc des gens qui font la SUP-SP et puis des gens qui viennent de DUT. Ces populations, est-ce qu'au bout du compte, elles ont des parcours très différents au départ? Est-ce qu'à l'arrivée c'est la même chose ou ça persiste ces différences? Je vais faire un complément, je vais faire un tout petit complément. Je fais quand même pas mal d'années dans les commissions de recrutement des troisième années. Et entre les gens qui viennent de DUT et les gens qui viennent de SUP-SP, il y a des différences assez fondamentales déjà sur la maternité. Et donc, je voudrais un peu savoir comment ça se passait au cours des années. Alors oui, nos recrutements en troisième année, grosso modo, c'est 20% qu'on recrute, donc on a quand même un vivier assez large. Alors, il y a effectivement des différences fondamentales avec les élèves qui viennent de classe prépa parce qu'ils n'ont pas du tout cet aspect pratique et il leur manque également la dimension travail collectif. Les élèves qui viennent d'IUT, par contre, ils ont ce travail collectif, ils ont la notion du toucher, enfin, côté pratique on va dire, et ils ont parfois des difficultés dans certaines matières, on va dire plus théoriques, on va dire du côté des maths, des méthodes numériques, ou en tout cas des matières qui demandent une mobilisation de matières plus fondamentales qu'ils n'ont pas forcément travaillé pendant leurs 2 premières années à l'IUT. Alors ce qu'on essaye de faire, et ça dépend des départements, c'est de toute façon c'est de mixer et d'éviter une ségrégation d'un côté les élèves qui viennent d'IUT et de l'autre. Et alors après, ça dépend également de la personnalité des élèves et des groupes dans lesquels ils sont. Mais les enseignants sont vigilants justement pour mixer les populations et faire en sorte... Je ne vais pas vous raconter ma vie, hein. Je suis Lionel Bruni, je suis le directeur actuel du département. Je suis arrivé ici il y a 20 ans, en 1998, un petit peu plus de 20 ans. Et ce qui m'avait frappé, donc je venais d'un autre établissement, ce qui m'avait frappé, c'était la dimension collective de ce département, je dirais presque familiale. Il y avait quelque chose, il y avait quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans un DEA classique ou un DESS classique. Il y avait vraiment cette dimension collective. Et votre présence ici, et demain, sur l'ensemble de la journée, sur l'ensemble des 2 journées, nous sommes plus de 400 personnes, 440 personnes, 420 personnes, je ne sais plus. Donc ça atteste de cette dimension collective. Alors, il y avait une dimension collective qui m'avait frappé, puis il y avait aussi un attachement au département, un attachement profond au département, à sa réussite, surtout à la réussite de ses étudiantes et de ses étudiants. Puis bon, vous avez fait de belles carrières, hein, pour ceux qui sont là. Donc c'est cet attachement, cette implication de l'ensemble du corps enseignant, de l'ensemble des personnels administratifs et techniques, c'est sans doute, à mon avis, le ferment, la raison première du succès de ce département 50 ans après. L'autre raison, c'est sans doute l'état d'esprit des étudiants. Donc, je voudrais rendre hommage ici à tous les étudiants que j'ai vu passer,
Les étudiants de l'INSA, les étudiants du département informatique en particulier, sont très forts. Ça, c'est clair. Ils ont une excellence académique largement reconnue. Mais au-delà de cette excellence académique, ils ont un état d'esprit qui est remarquable. J'ai vu, au cours de ma carrière, j'ai vu beaucoup d'étudiants très forts. J'en ai vu peu qui avaient l'état d'esprit des étudiants du département. Et ça, pour un prof, c'est un bonheur. Mais pour vos entreprises aussi, je pense que c'est quelque chose qui a énormément contribué. Alors, on le doit sans doute à l'INSA. On a ici l'un des anciens directeurs de l'INSA, Joël Rochat, qui a l'unanimité des gens, c'est le seul IF, le seul non-IF invité. Voilà, on le doit sans doute à l'INSA, à ses valeurs, aux valeurs de Gaston Berger, à son projet, au projet éducatif de l'INSA. On ne rentre pas à l'INSA par hasard. Si vous êtes rentré à l'INSA, c'est que vous aviez des raisons, et c'était vraiment de bonnes raisons. Mais on le doit aussi sans doute à l'alchimie qu'il y a dans ce département, à cet esprit un peu particulier qu'il y a dans ce département. Et donc, je vais faire court. Donc, avant de leur passer la parole pour qu'ils vous disent 2 mots d'accueil, je voudrais juste vous présenter les pères alchimistes qui étaient avant moi. Donc, le tout premier, c'est Robert Arnal. Je vous remercie beaucoup d'être là. Ce département n'aurait plus jamais dû exister. Il existait parce qu'il y a eu 18 fonctionnaires électroniciens qui formaient des ingénieurs électroniciens et qui ont accepté en octobre 1968 de changer de métier pour former des ingénieurs informaticiens de temps réel. Je voudrais leur rendre hommage. Il y en a un certain nombre qui sont ici. Parmi les inscrits, il y a Berland, je ne sais pas s'il est là, Buchot, que j'ai rencontré, évidemment Martinez, Favrel. Qui c'est celui-là? Martinez et Favrel. Ensuite, il y a eu attendez, excusez-moi, Ruvel, Prévost d'abord, Ruvel, que j'ai vu, Jean-Marc Berthier, et Crégut, je ne sais pas s'il est là, Crégut, voilà. Ce sont eux qui sont les fondateurs dans les conditions suivantes. Monsieur Bourvalet, qui est un très grand directeur, avait la mission de modifier la structure de cet établissement en créant un département par section et auquel il rajoutait un 9e département, celui d'informatique. Le ministère ne lui a pas accordé un seul emploi pour le département informatique. Donc, 4 jours avant son départ, il me convoque et me dit, voilà, j'ai un petit problème à régler, ou bien je vous nomme directeur du département de génie électrique indice 1, ou bien département d'informatique. J'ai dit, je vous rappelle dans 2 heures, j'ai consulté mes gars. Donc j'ai consulté tous les gens, les 18 membres de mon labo, et qui tous, unanimes, ont accepté de changer de métier et de s'inscrire
au département d'informatique. À 3 autres personnes, Odou, il est là, Odou, qui a eu un rôle considérable à côté de Martinez entre 70 et 74, et qui était, il y a 10 ans, le patron d'une entreprise de 90 personnes qu'il avait fondée à Couronne, où il en est. Je voudrais rendre hommage aussi à Mme Stuquin, qui était la bienfaitrice de ce département pendant les années 80. Merci Madame Descartes. À M. Maurepas, l'infatigable correspondant téléphonique. Je voudrais aussi saluer M. Rochefort, qui est à tous les anniversaires. Merci de votre attention. C'est terminé. Docteur Michel. Docteur Michel, le révolutionnaire, il y avait Yves Martinez. Effectivement, je faisais partie de cette équipe qui a dit tout de suite oui à M. Arnal. On avait tellement confiance dans sa clairvoyance qu'on savait qu'on n'allait pas se tromper. Et que même si pour certains ça demandait un bouleversement important dans ce qu'il enseignait, hein, Joël, qui s'est mis à faire du COBOL alors qu'il n'en avait jamais entendu parler. On s'est lancé dans cette aventure et j'avoue que on n'en menait pas large au début, d'autant plus que même l'INSA, de manière générale, le diplôme d'ingénieur INSA n'a pas encore fait ses preuves, et on ne parlait pas de l'INSA comme d'une très très grande école. En fait, les années ont passé, et il se trouve que ça s'est grandement amélioré, et après, dans les début des années 90, quand on a été classé meilleure formation d'ingénieur informaticien de France, j'avoue qu'on a été tous un peu fiers. Et Joël Rochat, à qui, bien sûr, on en a parlé tout de suite, il était content pour l'INSA, indépendamment du mérite qui revenait au département, ça rejaillissait sur l'ensemble de l'école. Et depuis, je crois que l'INSA, de manière générale, IF en particulier, mais de manière générale, l'INSA est toujours resté dans le peloton de tête. Je crois que les valeurs des ingénieurs que nous formons sont unanimement reconnues par les entreprises et je crois qu'on peut tous s'en féliciter. Bravo aux enseignants, bravo aux étudiants, parce que je crois que les étudiants, comme disait Lionel tout à l'heure, c'est quand même notre fer de lance et on doit leur tirer un grand merci pour l'investissement dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine de l'enseignement et des études, mais même au niveau en particulier de ce qu'a fait la LAEDI. Je pense que c'est un mérite important. Bravo à tous et bonne journée. Je suis content que on soit si nombreux. Après ont succédé les autres. J'ai pas grand chose à vous dire. Simplement, je m'associe à ce que Lionel, Yves et M. Arnal ont dit. Et je veux simplement remercier tous les organisateurs de cette journée, les élèves et les membres du personnel qui travaillent bien depuis au moins 6 mois hein. Oui, voilà, peut-être plus. Donc je les remercier pour la réussite de cette journée. On m'avait demandé, Lionel m'a dit qu'il faut raconter une anecdote. Moi, j'ai qu'une anecdote, c'est que je suis arrivé, j'ai une mémoire, je suis arrivé à l'INSA quand le département se créait, donc en 69, ou exactement en septembre 68. Et ce que je me souviens, en tant qu'élève, moi je vais donner le pendant de M. Arnal, de ce qu'il a dit, c'est qu'on a appris qu'il y avait un nouveau département qui était en train de se créer, et on nous a dit que ça s'appelait l'informatique. On se souvient, avec quelques copains, on ne savait pas ce que c'était. Donc on a été à DocINSA. DocINSA à l'époque c'était dans le Peigne, hein, dans la barre du Peigne.
Et donc on a demandé, alors bien sûr les gens de l'INSA non plus ne savaient pas ce que c'était. Ils ont dit on va regarder dans des encyclopédies, on a regardé la grande encyclopédie, informatique n'existait pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Effectivement, on a été à l'amphi d'accueil de M. Arnal, qui nous a convaincus, et on est venu sans très bien savoir ce qu'était l'informatique, et vraiment, je ne le regrette pas. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne journée, et je passe à mon successeur, Youssef. Bonjour à toutes et à tous, on est effectivement très heureux de vous accueillir pour ce nouvel amphi, enfin, parce qu'il faut savoir que l'amphi, sa rénovation date de 2015, donc on vous accueille dans un amphi qui est de très bonne qualité, aussi bien sur le plan de l'acoustique que sur le plan de l'esthétique. Voilà une petite parenthèse. Alors, bien entendu, je m'associe à tout ce qui vient d'être dit, bien entendu, je rends un grand hommage à M. Arnal. Effectivement, il nous décrit finalement une aventure. Effectivement, quand on écoute ça, on se dit, si nous, à notre époque, on nous disait de créer quelque chose comme ça, bon, voilà, donc c'est pas si évident que ça, sachant qu'il faut tout construire depuis le début, en imaginant une science qui n'existait pas, enfin, ou du moins qui n'était pas définie, et donc c'était quelque chose d'aventureux, mais évidemment avec des potentiels qui étaient ceux de l'époque et qui étaient tout à fait à la hauteur de l'enjeu et du challenge. Donc, et la preuve en est, c'est que ce département, 50 ans après, est dans le classement, le top des meilleures écoles d'ingénieurs en France. Et c'est quelque chose que nous essayons, nous, les nouveaux, on dira les nouveaux chefs de département, essayer de poursuivre, de continuer cette mission qui a été initiée il y a 50 ans. Et on est fiers d'appartenir à cette grande famille. Alors personnellement, je n'ai fait ni IF ni l'INSA. Bon, je le regrette un peu. Voilà, bon. Mais je me sens complètement intégré dans cette famille du département. Voilà. J'adore les élèves du département. C'est vrai que ce sont des étudiants franchement adorables, parce que sur plein d'aspects, Lionel en a parlé, c'est vrai que sur le plan humain, ce sont des élèves franchement qui méritent beaucoup d'éloges, sans parler du côté scientifique bien entendu. Donc j'espère que ce sera l'occasion pour vous aussi d'échanger. Donc on écoutera notamment l'intervention de Régis qui nous racontera un petit peu d'histoire de ce département, et ce sera aussi l'occasion pour vous de vous manifester, de dire comment vous avez vécu les années que vous avez passées au département en tant qu'étudiant ou pour certains en tant qu'enseignant. Voilà, donc je passe la parole à mon successeur. Bien, donc moi je suis un nouveau ancien directeur de département. J'ai été diplômé par Robert Arnal en 1983. Et puis j'ai passé un certain nombre d'années ailleurs, avant de revenir en 2006. Et donc, bon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je voudrais passer, en guise de bienvenue, faire un commentaire sur deux grandes phases que je vois dans les 50 ans du département. Il y a eu une première phase, je dirais au siècle dernier, où il s'agissait de faire reconnaître l'idée qu'on pouvait former des ingénieurs en informatique, et ce n'était pas gagné, y compris à l'intérieur de l'établissement. Il y a déjà eu des commentaires là-dessus. Il y a une deuxième phase qui est en fait la structuration de la recherche en informatique sur Lyon, avec l'émergence d'assez gros laboratoires performants, et puis une diversification, ça va de pair, puisque tous les enseignants du département sont des enseignants-chercheurs, une diversification du recrutement. Contrairement à une idée reçue, les enseignants du département informatique n'ont pas tous fait le département informatique de l'INSA. Aujourd'hui, c'est même une minorité. Ils ne sont pas majoritaires, ceux qui ont fait le département informatique de l'INSA. Donc on a des gens qui nous amènent du sang neuf, de l'extérieur.
quelquefois même ils proviennent d'universités, c'est quand même incroyable. Hein. Ça montre à quel point nous sommes ouverts. Et puis donc, il y a là quelque chose d'important parce que ceci, incontestablement, irrigue notre formation et il y a pas mal d'évolutions pédagogiques ces derniers temps qui le montrent. Je voudrais aussi faire un commentaire sur quelque chose d'important. Quand je me retourne et que je me demande ce que j'ai retenu de ma propre formation d'ingénieur ici, alors je pense assez souvent à Robert Arnal qui effaçait le tableau avec sa manche. Je pense aussi à quelque chose il n'y a pas de moi dans ma vie professionnelle, je ne pense pas au TD de Philippe Bernoux, qui m'a fait découvrir la sociologie des organisations. Voilà. Et ça, ça reste toujours d'actualité, les problématiques de sociologie des organisations, quelle que soit l'évolution des techniques de programmation. Donc je pense à ça, et puis ce département, en fait, il m'a beaucoup apporté, parce que j'ai été formé ici, j'ai fait de l'enseignement ici, mais j'ai aussi eu la chance de le diriger, de voir beaucoup d'étudiants. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, les étudiants, chaque année, ils sont de plus en plus jeunes. C'est étonnant, hein. C'est étonnant. Mais donc, ils nous apportent pas mal d'énergie et d'envie d'aller de l'avant. Et puis, il y a tous les personnels, et je voudrais conclure là-dessus. On discute beaucoup du service public, mais moi, j'ai fréquenté essentiellement des gens très attachés au service public, qu'ils soient enseignants ou non enseignants, et qui méritent quelques applaudissements. Bien, on va attaquer. On va commencer, maintenant qu'on a ouvert les débats. Je vais passer la parole à Sylvie Calabretto, qui a été la conceptrice de cet après-midi. Alors, ces 2 jours, on les a voulu conviviaux. L'idée, c'était de... Donc, vous pouvez voir la version de ce jour à 12h45. Donc, nous allons commencer par une rétrospective du département, donc, qui sera assurée par Régis Aubry et Guy Capla. Ensuite, on fera une pause sucrée, donc vers 16h. Et après la pause, donc, Alexis Métainier, qui est directeur de la Fondation INSA de Lyon et des relations avec les entreprises, présentera donc, les différents partenariats possibles, la politique partenariale du département et de l'INSA en général. Et nous aurons ensuite donc, une conférence sur la société algorithmique, donc, qui sera proposée par David Wittmann, donc, philosophe des sciences et techniques, et Pierre-Édouard Portier, donc, qui est directeur adjoint au numérique et maître de conférence au département. Lionel Bruni nous présentera la prospective du département informatique et la clôture sera... Bon, il y a un petit peu de retard, alors il va falloir qu'on rattrape le temps, je ne sais pas si on va arriver, ça dépend. Il paraît que non. Donc vous avez compris tous pourquoi nous sommes ici, pour fêter les 50 ans dans un esprit festif. On vous a préparé un petit PowerPoint, afin pour les uns de se remémorer certains souvenirs, on a déjà commencé, et pour les autres, raconter une histoire du département sur 50 ans. Tout ce qui est rapporté ici est vrai. Mais raconté, nous l'espérons, avec une certaine touche de liberté, des clins d'œil et quelques hommages. Mais pour notre présentation, on aura besoin de vous. Et oui, on a préparé un petit quiz pour raconter cette histoire à la fois originale et fabuleuse sous bien des égards. Si les premières questions sembleront avantager, bien sûr, les plus anciens qui sont ici, comme l'histoire se déroule sur 50 ans, les diapos ou les questions les plus récentes vont avantager les promos les plus récentes. Petit conseil, quel que soit votre âge, écoutez bien.
On va distiller des petits indices tout au long du PowerPoint, afin que vous puissiez répondre aux questions. Et même une personne, je pense à Joël Rochat, qui n'a pas appartenu à Yves, pourrait y répondre. Mais le but inavoué, c'est que on veut vous inciter à aller voir ce qui a été développé par la EDI. Alors, moi, je remercie Charlotte Delfos-Catriche, parce que j'étais surtout en contact avec elle. Ils ont développé une frise au 2e étage du bâtiment 501, qui raconte sur 6 mètres de long, je crois, toute l'histoire de l'informatique. Et puis aussi, un site informatique qui a été développé aussi par la EDI. Donc ils ont accompli un travail assez formidable. Tous les protagonismes sont là. Dommage que le directeur de l'INSA ne soit pas là, car il aurait sûrement découvert certains aspects de l'histoire. Et en même temps, ce sera pour lui peut-être un peu plus tranquille. Je n'en dirai pas davantage, mais on compte sur Joël Rochat pour lui rapporter certains détails. Nos 6 directeurs sont là, on peut commencer. Ah, si, j'allais oublier. Francis Maupas. Dès sa création, il était là. Psychologue officiel de l'INSA, responsable de l'APO, c'est-à-dire aide psychopédagogique d'orientation. Il porte sur ses épaules, il est à lui seul toute l'histoire de l'INSA. Et pour information, mais vous ne le répéterez pas, il connaissait tout sur tout et sur tous. Même que certains lui avaient donné un petit pseudo, l'œil de Moscou, c'est-à-dire du KGB. Sachez quand même que même à cette époque-là, il y avait déjà des rumeurs conspirationnistes, sans qu'il y ait Internet. Et on est plusieurs à penser que c'était un coup des trotskistes, mais je ne suis pas sûr que les plus jeunes générations comprennent. Je sais qu'ils sont venus en force. Les IF 72. Pourquoi eux, particulièrement? Eh bien, tout simplement, c'est la première promo sortie avec le diplôme INSA option IF. Et nous en avons ici un digne représentant. On commence. Donc, date pour l'histoire. L'INSA a été créée sous la 4e République, et cela a failli déjà lui être fatal à l'époque. Elle n'était pas encore sortie de terre que l'on a changé de régime. Cela, heureusement, s'est arrangé par la suite, comme on l'a vu. Mais je vous invite à aller consulter le site des 60 ans de l'INSA qui ont eu lieu l'année dernière, parce qu'il est très intéressant. Donc voilà la première question. Les 3 premières questions sont très faciles, voire fastoches, comme dirait mon collègue. Date de création de l'INSA. On va vérifier. Non. C'est quand je me suis marié. Nom du premier directeur de l'INSA. Ben, il y en a qui connaissent bien, hein. Ils ont révisé, je crois. Et là, c'est une question un peu plus historique. Citez les marques des voitures les plus proches. Vous pourrez remarquer qu'elles sont toutes des marques françaises. Bon, je crois qu'il y a... Ah, je crois qu'il y a une Dauphine, là. 403, la Dedush, la 203, la 403 et une Dauphine. N'importe quoi. Depuis 61, l'INSA a diplômé des ingénieurs tous les ans, sauf une année. Pourquoi? Dis pas n'importe quoi, Guy. Passage à 5 ans. Voilà. Ils sont bons. Citez le maximum, alors ça c'est plus difficile et ça rapporte pourtant beaucoup de points. Citez le maximum de nombre de sections en 68. Il y a peut-être que Robert Arnal qui pourrait les donner, je ne sais pas. Ou si, Francis Maupas. Joël, bien sûr. Yves Martin.
Non, 68, hein, c'est les sections. Oui, c'est plus compliqué. Électronique, électrotechnique appliquée, mécanique appliquée, GMC, génie physique, j'ai oublié, construction civile, génie urbain, chimie, biochimie, construction mécanique appliquée. On peut l'applaudir. Citer le maximum de noms des 9 départements d'options en 69, puisqu'on avait changé. La promo 69 était la première promo qui était en 5 ans. Oui, voilà. Il y en a un qui a presque... Alors, il n'y avait plus qu'un seul département, génie civil et urbanisme, hein, ils avaient contracté les deux, et il y avait le département IF. Vous pouvez remarquer qu'on l'a mis en premier. Hein. Il n'avait pas connu Sicard comme prof. Maintenant, il est difficile de parler d'INSA sans évoquer les 68. Le mois de tous les excès, sans parler des cadres de l'administration. Les places étaient très chères, il fallait courir vite. Les maoïstes tendance canal historique ont occupé la salle de réunion de l'administration. Vous savez pourquoi? Place stratégique pour pouvoir passer des films sur la première bombe atomique chinoise. Les trotskistes tendance canal historique dans le bureau du directeur, car c'est là qu'on prend les décisions, n'est-ce pas? Et les jeunesses communistes dans le bureau de Madame Franco de l'époque, directrice du personnel, et j'en passe. Les 10 doigts de la main n'y suffiraient pas. Il y avait tout ce qu'il faut pour faire son marché et son éducation politique. Résultat, au bout de 3 semaines, Fifi réintégré. Et au final, à la fin de l'année, Fifi viré. Mais cette fois-ci, pour résultat insuffisant. Ah oui, une autre occupation de l'administration, une autre grève. Et c'est vrai qu'on comprend pourquoi Éric Morin-Comme n'est pas parmi nous, parce que je crois qu'il aurait commencé à avoir des visions un petit peu dantesques avec ce qu'on raconte. Donc, cette photo, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je pourrais aller voir Marie-Vonne Nickel à la pause, elle pourra peut-être vous en dire davantage. Ah! Quelle est cette manifestation de casseurs en gilet jaune, excusez-moi, en blouse blanche, en octobre 67? Bon, peut-être qu'ils étaient en train de réviser mai 68, mais ce n'est pas mai 68. Ah, le bizutage? Les 24 heures de Nizza. Non, c'est bien le bizutage, bien le bizutage. Et ceux-là, vous le reconnaissez, là, dans le rond, ils vont être le creuset de la future promotion d'informatique. Les mêmes en plus sérieux, vous pouvez nous faire confiance. Dans une salle de chiat, ce sont les mêmes. Bien sûr, il y en a un, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, mais peut-être que c'est pour mieux réfléchir, on ne s'attarde pas. Et en fait, ceux-là, vous les reconnaissez? Je crois qu'ils sont ici, dans la salle. On sait qu'ils venaient d'une latitude en dessous d'Avignon. Là, je me tourne vers Robert Arnal. N'est-ce pas que M. Arnal, qu'un étudiant venant d'une latitude en dessous d'Avignon, n'était pas toujours le bienvenu? Allez, on ne va pas s'attarder. On passe à la diapo suivante. Pour beaucoup d'entre nous, tout commençait tous les matins ici. Les plus anciens. Vous connaissez le petit restaurant du premier cycle? La question est, comment s'appelait le contrôleur, c'est-à-dire son surnom? Ah, ils sont vraiment très forts. Non. On dit toujours qu'il faut savoir d'où l'on vient. Alors, M. Arnal a rappelé les origines, donc je passe assez rapidement. Hein. L'origine du département informatique était effectivement les départements de physique, section
électronique. Et c'était là, je crois, la deuxième école d'informatique créée en France, me semble-t-il. Quelques représentants du canal historique de la section électronique. Je ne sais pas si M. Arnal est d'accord, ce sont les pionniers. On peut leur rendre un petit hommage car à peine leur diplôme INSA option électronique EN 61, ils ont intégré, si on a bien trouvé les bonnes sources, la section électronique en tant qu'enseignant-chercheur. Alors avec Guy, on a développé une petite maquette et à partir donc de ces photos, un petit peu d'interpolation, d'extrapolation, voilà le résultat auquel nous sommes arrivés. Donc, de droite à gauche, on reconnaît Gérard Beuchot. Debout. Entre autres, il est le père de l'introduction de la téléinformatique dans les années 69, qu'on a appelé après réseau. Au milieu, Louis Frécon, grand humaniste, il était considéré un petit peu comme un original, et cela dès sa naissance. Question, à votre avis, quel jour est né Louis Frécon? 29 février. Reconnaissez que c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui sont nés un 29 février ici? Ah, voilà, la relève. Ouf. Donc, ça c'était pour l'anecdote. Louis Frécon est le père de l'introduction de l'IA dont on nous parle beaucoup dans les médias, dans le département informatique, dès 1976 sous le terme de structure discrète. Mais en réalité, c'était de l'IA. Et il nous a quittés en novembre 2018. Et enfin, je ne sais pas s'il est arrivé, Richard Berland. Il ne vient pas au final? Bon, ben tant pis pour lui. Hein. Qui sera, bien malgré lui, un des fils conducteurs. Richard Berland était un de nos enseignants des fameux systèmes physiques dont nous reparlerons tout à l'heure. Revenons à Richard. C'était un enseignant-chercheur qui ne vous laissait pas indifférent en tant qu'étudiant, car il avait un certain humour, je dirais, assez caustique. Quand un étudiant venait lui poser une question, il avait une réponse très particulière, n'est-ce pas Gérard? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'il était souvent, celui-ci, très perplexe, et les premières fois, il repartait les bras ballants, ne sachant jamais si c'était du lard ou du cochon. Après, on s'habituait. Je vous introduirai un peu plus tard les autres protagonistes de la section électronique, même si Robert Arnal les a présentés. Mais on passera peut-être un peu plus vite. Rappel historique. Pour IF, alors moi j'ai dit que c'était un certain printemps de 69, je sais que la première décision c'était en 68, en octobre 68. Tout a commencé à partir d'un département électronique, c'est-à-dire vraiment du hard, et le transformer en un département informatique soft, comme on dit aux États-Unis. Avec introduction, et c'était là la gageure, pour moi, sauf si je me suis trompé, d'un nouveau pan entier d'informatique de gestion, avec COBOL, CORIG A, CORIG B, base de données, même si à l'époque on ne parlait pas de base de données, structure de fichiers, et bien d'autres enseignements. Et d'un enseignement concernant le logiciel de base, assembleur, OS, etc. Tout cela en s'appuyant, comme ça a été rappelé, sur des enseignants venant de l'électronique, et en supportant dans le même temps le passage de 4 à 5 ans. Cela n'a pas dû être de tout repos pour nos braves fantassins, enseignants-chercheurs, canal historique. Il y a une phrase de Beuchot qui résume bien cette ambiance. Tu m'excuseras si on l'a un peu transformé. Début 69, mai 69, j'étais électronicien. Le lendemain, par décret ministériel, je deviens informaticien. Une révolution était en marche. Lui, c'est le boss, Robert Arnal. Il fallait une bonne dose d'inconscience peut-être, de prise de risque, de pragmatisme,
de volonté, même de détermination dotée d'une grande clairvoyance. Mais le gosse avait tout cela à la fois, même si certaines nuits ont dû être difficiles. C'est lui qui, ayant analysé les tendances du marché, avait imposé la branche informatique de gestion qui fut une stratégie gagnante. Parce que logiquement, à partir d'une section électronique, on aurait dû plutôt passer à un département informatique industriel. Bien évidemment, il n'était pas le seul dans cette aventure, comme il l'a si bien rappelé, mais il était aux commandes. Et en dehors de Beuchot, de Frécon, de Berland, que nous avons déjà présenté, nous allons rapidement parler de Yves Martinez, logiciel de base, assembleur, système d'exploitation, puis après il a rajouté à son art programmation méthodique, langage C, C++, compilation. Joël Favrel, base de données, COBOL, Corriga, BC, puis probabilité et statistique. On a raconté un petit peu, on va la raconter différemment, la petite anecdote. Nous, on nous a dit qu'un matin de juin 69, M. Arnal était rentré dans son bureau et lui a dit « Favrel, demain vous partez en stage pour apprendre le COBOL et vous l'enseignez dès la rentrée. » Sans commentaire. Et puis, il y avait Patrick Prévost. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé, Patrick Prévost. Ouais. Maths, analyse numérique, analyse de données, mais pas que. Car il a écrit avec Martinez le fameux DMS Multi, sur lequel toutes les années 70 sont passées sur le T2000. Il est là, Patrick. Donc, il nous a beaucoup aidé dans le recueil d'informations, de contacts, etc. Et souvenez-vous, pour ces promos de cette époque-là, c'est lui qui notait entre 0 et 20. Paul Rubel, dit Popol, le père des systèmes experts, dès 72, avec son mini-projet, concevoir sur le papier un outil d'aide à la détection de maladies cardiovasculaires en utilisant les techniques d'analyse de données, peut-être plus précisément analyse factorielle, correspondance, mais peu importe, et tout cela sur un PDP-8. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas un système expert, mais il y avait tous les ingrédients. Je sais que Paul est là, vous pourrez aller discuter avec lui, parce que c'est encore un sacré bonhomme, celui-là. Je crois qu'il y a aussi dans la salle, on l'a dit, Crégut, il est là. Il m'a fait souffrir, lui, quand j'étais étudiant. Et Jean-Marc Berthier, il est là aussi. Donc il faisait partie de l'aventure. Hein. Ici, je ne cite que ceux qui, a priori, sont présents, qui étaient présents en septembre 69. Si j'en ai oublié, ou si on en a oublié, désolé. Donc ce n'était pas facile pour nos fantassins. Mais honnêtement, ce n'était guère mieux pour les étudiants qui ont choisi la rentrée en septembre 69. Pourquoi? Ben, comme on l'a dit, tout était à construire. Encore une petite anecdote de Francis Maupas. Celui-là, il a toujours été de bon conseil. Et puis, il a toujours été très lié au département informatique. Pour l'avoir suivi depuis ses débuts, on l'a rappelé tout à l'heure. Et il connaissait bien les élèves. L'œil de Moscou. En fin de deuxième année, au moment des choix d'options, n'oubliez pas qu'il était le responsable de la cellule orientation, ABO, il nous prévenait. Si vous êtes fragile psychologiquement, et là il en connaissait un rayon quand même dans le domaine, si vous avez une structure mentale trop carrée, c'est-à-dire que vous n'aimez pas l'incertitude, que vous ne supportez pas l'à peu près, alors n'allez pas en IF, allez en GP ou tout ce que vous voulez, mais n'allez pas en IF. Et il avait raison, car tout était à construire, comme on l'a dit. C'est donc la première promo IF 72 qui en a fait les frais. Et on va vous les présenter. C'est un IF 72, hein. Septembre-octobre 69, on se retrouve à... Ça c'est le premier groupe. On se retrouve 84, 79 garçons, 5 filles. C'était la crise. Vous aviez le choix, n'est-ce pas Cathy? Et à l'époque, il y avait peu de filles qui faisaient informatique.
parmi les élèves, et il y en a aussi très peu qui étaient présentes parmi les enseignants. Puisque, grâce à M. Arnal, la première collègue féminine est arrivée plus de 10 ans après. Il n'en voulait pas. Pourquoi? Il faudra lui poser la question. Donc IF 72, voilà une belle promo, un autre, que je qualifierais avec 3 termes. Nous étions insouciants, souples et chanceux. Pourquoi insouciants? Insouciants au sens littéral du terme, c'est-à-dire sans souci. Il n'y avait pas de problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre. Tout marchait. Et il en faut de l'insouciance pour choisir IF en 69, alors que le programme n'est pas défini, que les collègues, enfin les futurs, enfin les enseignants ne savent pas de quoi ils vont parler, qu'on ne sait même pas ce que c'est que cette discipline, comme l'a dit je ne sais plus qui, Jean-Marie, il fallait chercher le mot, et on ne le trouvait pas. Donc on s'est dit, bah écoutez, allons-y. La seule expérience qu'on avait à l'époque, c'était un malheureux programme Fort 34 sur IBM 1130 qui faisait calculer le déterminant d'une matrice carrée. C'était tout ce qu'on savait de l'informatique. Alors, petit rappel, pourquoi les variables s'appelaient IJK LMN en entier? Parce que le compilateur Fortran acceptait que ces lettres-là, pour les entiers, tout le reste c'était des règles. Et la qualité du type de variable qu'on a le droit d'utiliser. Donc, insouciant, effectivement. Souple. Alors là, la souplesse aussi, on en avait un grand besoin. Parce qu'il en fallait pour pouvoir passer le matin de souder des pattes d'un micro, enfin d'un circuit intégré, et l'après-midi avoir un cours de COBOL avec Joël. Ou bien faire passer un ruban perforé dans un KSR 33 le matin, et suivre un cours de sociologie industrielle de M. Bernoux l'après-midi. Ou bien encore le matin d'avoir je sais quoi, et l'après-midi d'avoir M. Arnal qui faisait un organigramme au tableau, avec nous on avait une crainte royale lorsqu'arrivait le moment où il dessinait le losange du test. Parce qu'à ce moment-là, il prenait 2 craies, une main gauche, une main droite. Main gauche, il écrivait la partie vraie, test, main droite, la partie faux, et il enchaînait les deux simultanément. Et donc on craignait une chose, c'est qu'au bout du compte, les deux bouts ne se raccordent pas. Et quelquefois, c'était le cas, ça ne se raccordait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Et on collait. Ça marchait. Donc de la souplesse, il en fallait pour nous, pour suivre tout ça. Et il en fallait aussi pour les enseignants. Souplesse limite schizophrénie, parce que Joël Favrel, qui a enseigné le COBOL, enseignait aussi les stats. Patrick Prévost, qui a enseigné l'analyse numérique, nous faisait un cours sur FICEF, la subroutine Fortran FICEF, qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était l'ancêtre de SQL carrément. Personne, tout le monde a oublié. Désolé Patrick, il faudra que tu nous refasses un cours sur FICEF. Il fallait passer, et M. Arnal, qui nous faisait des cours, je repérais l'intimité des calculateurs avec les registres, les compteurs de programme, les accumulateurs. Ça c'est un 3if, et un 5if, marketing. Monsieur Arnal nous a fait du marketing. Il faut le croire. Donc voilà. Dans la souplesse, c'est chez tout le monde. Donc, insouciance, souplesse, et troisième chose, chance. Parce que là, il faut qu'on mesure la chance qu'on a eue de rentrer ici en informatique, dans quelque chose qu'on ne connaissait pas, et de voir l'évolution de cette discipline en 50 ans, qui a été fabuleuse. Ça nous a fait passer j'ai noté, du circuit intégré au web, ça nous a fait passer de l'assembleur au réseau de neurones, et de l'octet au big data. Beaucoup. Le dernier mot pour les 3 et 4 if, les 5 if qui sont là, s'il y en a, j'espère qu'ils seront heureux plus tard de se retrouver dans 50 ans et de fêter, nous on sera plus là, et de fêter les 100 ans du département, que ce département ait une longue vie. Merci.
promo. Parce qu'après avoir questionné mes 18 collaborateurs, savoir si ils étaient d'accord pour saborder la section d'électronique et de faire vivre le département, j'ai rappelé dans le début de l'après-midi Bonvalet en lui disant « J'accepte votre proposition d'être le premier directeur de ce département ». J'ai rajouté certains de mes collaborateurs ont estimé qu'avec un PDP 8, on ne pouvait pas aller très loin à la première promo. Bonvalet m'a dit, j'ai anticipé votre question, hein, j'ai fait le budget 69 et j'ai commandé 3 11-30, une pour vous, bien évidemment, une pour le centre de maths et une pour l'administration. 6 mois plus tard, il n'y en a eu que 2 de livrés de 11-30. Voilà, je m'excuse pour la suite. Est-ce que les IF 72 peuvent se lever, s'il vous plaît? Les quelques-uns qui sont là, Cathy. Bon, on m'a dit que je parlais fort, alors... Je vais essayer de le mettre un peu plus loin. Alors, celui-là, on le reconnaît. Et on l'a encore. Et l'AEDI est en train de faire un musée. Et c'est une pièce, bien sûr, majeure du musée de l'AEDI. Vous pourrez aller demander aux personnes de l'AEDI pour le visiter. Je crois qu'il est ouvert, le musée. Demain. Bon. Alors, il faudra attendre demain. Donc, on l'a gardé, ce PDP 8. Parce qu'il était déjà là en 66. Il y aurait sûrement Robert Armal... 6 oui. Il y aurait sûrement Robert Armal qui aurait des histoires à raconter. Bon, on verra ça plus tard. Mais il a été là, bien sûr, en 69, il a été largement utilisé. Et le PDP 8 était toujours accompagné de son partenaire, le fameux télétype KSR 33, il en a parlé, Guy, permettant de coder un programme sur une bande perforée, elle-même avalée par un lecteur de ruban. Alors, je vais vous faire écouter une petite musique qui va peut-être rappeler à certains toute la journée dans un PP de 4 heures, voilà ce qu'on entendait. Et vous savez, il y avait des gens, des étudiants et des professeurs qui étaient capables, simplement en voyant les trous, de savoir quel caractère c'était, quelle instruction c'était. Il faut quand même... tiens, on va interroger Berthier, par exemple. Bon. Je sais plus de l'arrêter. On s'est arrêté pile sur les instructions, hein, vous allez lire le programme. Je vous avais dit que tout était vrai. C'est de l'informatique, hein, c'est difficile. Hein. Non, ça c'est de l'utilisation. Hein? On va à droite là. C'est de l'informatique de base. J'adore. Voilà. Bon, merci. Et le ruban perforé, ancêtre de la carte perforée, avec sa perforatrice. Et oui, la fameuse perforatrice. Comment? IBM, oui, IBM. Et on ne peut pas parler d'informatique de cette époque sans la perforatrice des machines, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas confondre avec nos charmantes perforatrices
des personnes cette fois-ci, et je ne sais pas si vous vous souvenez, elles s'appelaient Mesdemoiselles Straseri. Elles étaient italiennes. J'ai pas trouvé, bien sûr, de photos de ces charmantes personnes, donc j'ai mis des photos souvenirs. Et peut-être qu'ils se reconnaîtront, hein, je ne sais pas s'ils sont là, je crois qu'il y a Michel Quincet, mais Robert Arnal a une meilleure mémoire visuelle que moi, pour le dire. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'heures, voire de nuits, que toutes les promotions ont passé sur ces satanées perforatrices. Et quand on faisait tomber le paquet de cartes, c'était vraiment la panique, parce qu'on avait passé son tour, et il fallait à nouveau attendre pour pouvoir accéder à ces fameuses ressources. Avançons dans le temps, et là, vous découvrez, bien sûr, la sale machine. On avait changé déjà de génération, le T2000, avec ses 3 armoires. Et ces mastodontes, c'était les imprimantes à marteau. Et on en arrive à la question, quelle est l'année, en quelle année est arrivé le T2000? Et contrairement, méfiez-vous, aux apparences, l'invasion des Huns ne date pas de 1111 et le T2000 ne date pas de l'an 2000. Alors, en quelle année est arrivé le T2000? 70. Alors, j'ai pas réussi à retrouver la valeur du T2000, mais ce que je peux vous assurer, c'est que ça a coûté un paquet de pognon. 40 000 francs chaque module. Ben, plus les imprimantes, plus les lecteurs de cartes. Alors ça faisait un sacré paquet de pognon pour l'époque. Je pense que le département a dû souffrir pour arriver à acquérir ce matériel. Et c'est quoi, une camionnette? Quelle est cette bête avec ses gros yeux? Il y en a qui se disent? Voilà. Un lecteur de bande magnétique. Retour sur le T2000. Alors là, concentrez-vous parce que maintenant nous avons une question très difficile, sauf pour les anciens, bien sûr, peut-être. Pour vous aider, je dirais que c'est très original et que c'est un chiffre impair. Je vois que notre ami Odou n'a rien oublié. 19. Ah, la question c'était le nombre de... Parce que... C'est Boris. C'est Boris, oui, bonjour. Parce que notre ami Oudou, il répond avant qu'on termine. Il était là en 70, d'après ce que j'ai compris. Donc, il a participé à l'aventure. Autre question. Allez, assez parlé, donc on va parler de, effectivement, Titi, Tata, Totu et parfois Tutu. 0 pointé, bien sûr, pour le nom, c'est variable, pas très qualité. Et si Louis Frécon était là, il nous rappellerait les règles élémentaires de la formation structurée. Alors, quel est l'enseignant qui utilisait ces onomatopées comme un nom de variable dans son cours? Martinez. Eh oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était bien sûr irresponsable. Et il ne donnait pas des bons comportements. Mais attention, après, quelques années après, avec ce polycopier, tout a changé. Programmation méthodique. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais après, à chaque fois qu'un étudiant en TP utilisait ce type de variable, titi tata totu, ou IJKLN, eh bien, 2 points en moins en TP, 1 point en moins en DS. Et bien, malgré ça, il avait toujours une cote extraordinaire auprès des étudiants et des étudiants à faire pâlir les autres. Il devait avoir un sacré truc, comme Dutronc. Hein. Quelques photos, souvenirs. Un des premiers conseils de département, je ne dis pas le premier, avec bien sûr toujours le boss à la manœuvre. Et puis, vous le reconnaissez celui-là? Qui se cache? C'est monsieur Titi Tata Toto.
Ah, la salle machine. C'est vrai qu'il ne faut jamais oublier nos techniciens. Je crois que c'est Jean-François Boulico qui a voulu remercier tout le personnel. Et nos techniciens ingénieurs de la salle machine. Heureusement qu'ils ont toujours été là pour contribuer à faire fonctionner nos plateformes. Alors, citer un nom parmi ces 3 personnages et celui dont on ne voit pas le visage vaut 3 points. Je ne suis pas sûr que Guy sache d'ailleurs qui est caché. Alors, c'est qui? Non, il y a Raymond Cortès et Carl Lewis. Non, Jean Lotès n'y était plus là. Joël Rochat nous l'avait piqué. Je sais pas. Tu ouvriras la porte et puis tu nous diras. Ah, les fameux TP de système physique. Pour certains, ça rappelle de bons souvenirs, quoique. Cela mérite qu'on s'y arrête un peu. C'est qu'ils nous ont fait souffrir des générations, cela. Et je me tourne vers Christian Proust, qui était dans mon groupe, et je peux vous dire qu'il fallait une sacrée organisation pour venir à bout de ces TP de système physique. Pas moins de 3 binômes consécutifs. 12 heures à 16 heures en moyenne de travail, en plus des TP effectifs. Vous pourrez le voir, elle vous racontera. C'est vrai qu'il y avait d'autres solutions. Il y avait la solution de Jean Benet. Il investissait absolument tout sur les autres TP logiciels, mais ça n'a pas empêché d'être le père du métacompilateur Starlet. Ceci, c'est un radar qui était juste au-dessus de notre tête en 501. Il est peut-être encore, je ne sais pas. Et puis celui-ci, c'est le fameux calculateur analogique numérique. Excusez-moi. C'était le concurrent à l'époque du calculateur numérique. Il avait la cote, ce TP. On s'exerçait à simuler de gros poissons qui mangeaient des petits. Plus précisément, m'a dit Gérard Le Chaud, simulation d'un système de poissons herbivores et carnivores dans un lac, dont les équations ont été souvent utilisées pour étudier les systèmes économiques, voire Forrester, Club des Rois. Alors voici la question. Vous réfléchissez, hein, c'est pas la peine, je vous dirai quand est-ce que vous donnez les réponses. Pour les promotions de 69 à 79, donnez 2 titres de TP. Mais avant, je vais vous parler d'un autre TP. Les mémoires à tort. Et en parlant des mémoires à tort, il me revient une anecdote. Il n'est toujours pas là. Ah ben non, on m'a dit qu'il ne venait pas, mais tant pis. Parce qu'on va parler de Richard Ferland. Et surtout, réfléchissez, parce qu'il ne faut pas répondre à tort et à travers. Alors, une petite perle, comme tout enseignant en rencontre au moins une fois dans sa vie. Une anecdote liée à la promo, ou à la promo I-74. Il n'y a personne du groupe 2 ici? Non. Alors, un de nos anciens professeurs, que l'on ne prénomme plus, Richard Berland, on va lancer le petit logiciel. Voilà. Eh bien, notre ami Richard Berland m'a raconté qu'un jour, un étudiant lui avait posé la question suivante. Écoutez bien. Quelle est l'origine du mot tort? Et alors, avant que Richard ait le temps de dégainer sa fameuse phrase, une voix, au fond de la salle, s'est levée pour clamer « Michel Thor ». Imaginez Richard, qui en avait déjà vu des vertes et des pas mûres dans sa carrière. Les bras ballants, complètement désarçonnés, car il le connaissait bien, le loustic. Nous aussi, on le connaissait, pour l'avoir déjà pratiqué. Mais il n'a jamais su si c'était du lard ou du cochon. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas vu basculer les torts, peut-être que Michel Thor l'a vu, mais moi je vous conseille d'aller voir Yves Martinez, parce que c'était sa thèse. Donc vous ferez ça à la pause. Le projet UPIC 85. 85 comme
1985. C'est un projet avec Xenakis, HP et Yves, c'est-à-dire Michel Guivarch. Si je vous parle de cela, c'est que accessoirement j'ai participé à ce projet et que ça a eu une certaine importance par la suite. Mais c'est pas là la question. Ça a été un projet avec 9 étudiants, chefs de projet. Et nous avons ici Claire Lafont, je ne sais pas si elle peut se lever. Elle est où? Là. Là. À la pause, vous pourrez parler avec elle de cette expérience qui les a tous marqués, quel que soit le résultat. Mais surtout, nous allons parler de Michel Guivarch. Donc, Xenakis, à l'origine du projet, c'était une idée simple. D'une part, il est parti d'une idée d'Edgar Varèse, un compositeur, 1883-1865, qui a composé en particulier la symphonie Amérique. 120 instrumentistes, donc elle ne se joue pas souvent, c'est quand même assez délicat. Et ce monsieur Varèse avait fait un lien entre l'architecture, plus particulièrement l'architecture bourguignonne, dont il était originaire, et la musique. Et d'autre part, très tôt, Xenakis, dès 1955, il était architecte, il a travaillé pour les plus grands, Le Corbusier s'est intéressé à l'outil ordinateur. D'une part, pour composer et jouer sa musique, mais aussi pour mettre en œuvre l'idée d'Edgar Varèse, c'est-à-dire dessiner la musique. Le deuxième acteur, c'est HP, qui était un des grands sponsors de Xenakis. Et le troisième, Michel Guivarch, notre collègue. Alors pourquoi un ingénieur I-77 commercial HP est venu voir Michel Guivarch? Parce qu'il était l'homme, a priori, de la situation, électronicien, automaticien, converti à l'informatique et spécialiste des microprocesseurs, spécialiste du traitement du signal, et enfin, inventif, créatif, rapide. C'est lui qui a fait rêver Xenakis, en lui faisant penser que demain, dans un futur proche, 15 ans, dès la maternelle, les enfants pourraient dessiner la musique sur une tablette avec un stylet. Et puis en appuyant sur la touche jouer, la musique était jouée. Donc, a priori, Michel Guivarch devait être capable d'imaginer, de construire une machine dont rêvait Xenakis, capable, à partir d'une composition graphique, je vous les montre, voilà le type de composition qu'il faisait, de jouer en temps réel l'équivalent de 300 à 500 instruments. Je profite de cet instant pour rendre hommage à 2 personnes qui nous ont particulièrement aidés dans les années 71. Je me tourne vers Yves. C'était au moment où il avait lancé sa fameuse cellule pédagogique, qui nous a beaucoup servi quand Joël Rochat nous a demandé à faire un projet de département, parce que nous, on était dans les rails, à peu près. Il a fait souffrir les autres, mais nous, on était dans les rails. Et donc, Gérard Lancio, EL70. Gérard avait une très grande expertise dans le domaine des systèmes d'information, puisqu'on en était un des experts dans les entreprises. Et donc, en 91, il nous a fait une contribution majeure à notre grand débat pédagogique. Concernant les approches système, les approches méthodologiques et les outils associés et la gestion de projet. Il nous a tout apporté sur un plateau. Il nous a, je dirais, fait une chronologie sur la manière de les introduire. C'était, je l'avoue, lumineux. Et il a pu nous accompagner dans la mise en œuvre et surtout, il a pu nous accompagner dans la mise en œuvre tout au long des années 90 jusqu'en 2003, date de sa disparition. Et Michel Guivarch, tempérament breton bien trempé, brillant. Certains ont dit une intelligence naturelle. C'est lui qui le premier a introduit à l'INSA, donc au département d'enseignement des microprocesseurs, dès 75-76. C'est lui qui était capable de venir avec son cigarillo dans votre bureau un vendredi après-midi, après 17h, pour vous dire: t'aurais pas une idée pour mon TD de lundi?
pas trop d'idées, celui de l'année dernière, il était trop ringard. Et le lundi, il arrivait tout frais. Et les étudiants découvraient un nouveau TD sur le traitement du signal et l'analyse de la voix. C'est pas pour rien, donc, que l'ingénieur Yves 77 de chez HP avait tout de suite pensé à lui. Il l'avait eu comme enseignant. Construire une machine à base de microprocesseurs de traitement du signal restituant en temps réel l'équivalent d'un orchestre. Il était capable, bien sûr, de faire un cours sur l'innovation avec une vision futuriste. Et enfin, toujours en 91, il nous a fait une contribution où il a analysé un petit peu notre formation, parfois dans des termes durs, mais on comprendra tout de suite après pourquoi. Ils étaient trop techniques, ils regardaient trop à court terme, ils étaient trop scolaires, pas assez curieux, ils n'allaient pas suffisamment chercher l'information dans les bouquins. Et c'est pour ça qu'il nous avait proposé, entre autres, un projet de synthèse bibliographique en 5e année. Voilà le bonhomme, un grand bonhomme, un géant. Et s'il avait été aussi exigeant, c'est peut-être parce qu'il savait qu'il allait nous quitter quelques semaines plus tard. J'ai un peu d'émotion. La période 80-90, et je ne pense pas que M. Arnal me contredira, a été une période où des pans entiers de l'enseignement de l'électronique ont laissé place à des enseignements plus orientés formation d'un ingénieur, du métier de l'ingénieur. Et nous allons en présenter un qui est devenu très à la mode comme sujet. On ne parle que de ça dans les médias. Question préliminaire. Combien de promotions ont joué aux détectives? Moi, je ne connais pas la réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un paquet. Mais la question du quiz n'est pas celle-là. On en vient à la vraie question. Que vous rappelle cette image? Et un des projets associés, c'est le malus du chauffeur, en 4 ifs. N'y voyez pas de contrepétrie. N'est-ce pas, Sylvie? Alors, très bien. Ah, les 24 heures de l'INSA. Comment ne pas les aborder? Parmi les présents, est-ce qu'il y a des créateurs des 24 heures de l'INSA? Non. Alors la question, elle est simple, c'est quelle est l'année de la création des 24 heures de l'INSA? 72. Mais la question suivante est beaucoup, beaucoup plus difficile. Qui est le concepteur du Vélib? Eh oui, je vais vous l'apprendre peut-être à certains, mais le concepteur du Vélib, c'est un Yves 74. Et il a établi un record absolu. Un tour en 24 heures avec un pédalier à la main. Vous voyez toujours pas? Il faut choisir entre ces deux. Vous voyez toujours pas? Voilà. À anticiper. Personne ne trouve. Peut-être à part... Ah ben. C'est Jean-Mi, ça. Oui. C'est Jean-Michel Roblin, le comanique de Christian Proust. Et oui, et voilà comment ça s'est passé. Quelques jours plus tard, après qu'il ait récupéré de son effort surhumain, 24 heures, un tour en 24 heures, il était dans une phase très créatrice et il m'a rapporté donc ce qu'il avait imaginé. Il dit, ce serait quand même génial, imaginer des vélos partout dans l'INSA, ça, Joël n'y avait pas pensé, en libre service. Déjà la notion d'objet partagé mobile en 73, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors je descends de mon bâtiment, j'enfourche un vélo, partagé bien sûr, je le dépose au restaurant, je le laisse à quelqu'un d'autre le prend, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà comment est né le... Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, le concept de Vélib. Mais Guy, il m'a tout de suite cru. On change de thème. En IF, on est aussi sportif, on n'est pas que festif. Regardez comme ils sont jeunes. On est en 77, tournoi de volley.
Et parmi ceux-là, il y a 5 enseignants-chercheurs. Alors, pour vous aider quand même, on va vous les montrer. Parce que la question est, citer au moins 5 noms parmi ces grands sportifs,